Bon, nous en sommes à 9h33, donc si vous voulez, débutons. Donc, je vais vous souhaiter tout d'abord la bienvenue. Je m'appelle Marc-Claude Lavigne, je suis la directrice des communications pour le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et aujourd'hui, je suis fière de vous animer cette rencontre d'échange et d'information sur la concertation régionale des propositions d'aires protégées en territoire public au Centre du Québec. Simplement vous prévenir que cette rencontre va être enregistrée, donc qui va pouvoir être par la suite aussi partagée aux gens qui étaient inscrits, mais qui n'ont pas nécessairement pu se joindre à nous. Donc, avant de débuter, je vais céder la parole à Monsieur Claude Lefebvre, qui est le président du CRECQ, pour un petit mot de bienvenue. Merci Marie-Claude. Ben oui, bienvenue à tout ce beau monde. On est quand même nombreux, là. Je suis content que ça ait bien répondu, là. Le CREC est vraiment fier de pouvoir participer à l'exercice, là. C'est le lancement aujourd'hui, effectivement. Puis, tu sais, le CREC, ben, je peux remercier là, le ministère là, de nous avoir fait confiance pour faire cet exercice-là. La mise en œuvre, en fait, c'est un mandat de concertation, puis la concertation, ben, c'est l'apanage du CREC. Donc, il y avait une certaine logique. Nous autres, au Conseil régional de l'environnement, en fait, c'est notre mission, oui, c'est la concertation, c'est de mobiliser puis soutenir les acteurs locaux et régionaux pour la protection de l'environnement. En concertation, oui, mais changer nos expertises puis faire de l'accompagnement aussi qu'on fait au quotidien avec un grand nombre d'entreprises et de municipalités. Puis là, ben, aujourd'hui, on va dans le cœur de notre action là, qui est l'environnement, la protection de l'environnement. Ça fait que, il y a un bel avant-midi, en fait, qui s'annonce devant nous, puis je suis très, très content qu'on le fasse ensemble. Alors, merci d'être là, et je repasse la parole à Marie-Claude. Merci, Monsieur Lefebvre, c'est très apprécié. Donc, je vais débuter la présentation. On puisse commencer ça dès maintenant. Donc, comme on vous disait, donc, c'est la concertation des aires protégées en territoire public. Aujourd'hui, nous sommes au webinaire de lancement de la démarche au Centre du Québec. Donc, présentation du Conseil régional de l'environnement. Donc, au Centre du Québec, nous, on œuvre à mobiliser, soutenir les acteurs locaux et régionaux pour la protection de l'environnement, principalement par la concertation, l'échange d'expertise et l'accompagnement. On œuvre sur 4 grands volets, soit les milieux naturels, les changements climatiques, les matières résiduelles et le développement durable. Donc, un petit plan de la rencontre. Aujourd'hui, on va définir les objectifs de la rencontre, suivi, on va discuter des aires protégées et l'appel à projet. Ensuite, il va y avoir une première période de questions qui va être suivie d'un processus de concertation régionale et en communication. Et on va terminer aussi avec une seconde période de questions. Pour les questions, on vous invite à utiliser soit la main levée qui va vous mettre en ordre prioritaire ou encore, vous pouvez écrire vos questions directement dans la conversation et nous en ferons la lecture lors des périodes de questions. Donc, les objectifs de la rencontre. Ce qu'on souhaite, c'est informer les parties prenantes sur le contexte et le déroulement du processus d'appel à projet d'aires protégées sur le territoire public continental. On souhaite vous présenter brièvement les propositions d'aires protégées et faire le point sur l'état actuel du réseau d'aires protégées dans la région. Et ensuite, et finalement, présenter le cadre de fonctionnement et des concertations et préciser le rôle qui est attendu de chacun. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de 2 conférenciers qui vont nous offrir toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le processus de concertation sur les aires protégées qui va s'enclencher pour la prochaine année. Donc, en première partie, on a la chance d'avoir avec nous M. Olivier Pfister, qui est ingénieur forestier et détenteur d'une maîtrise en sciences forestières de l'Université d'Alberta. Celui-ci œuvre au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs.
Il assure le suivi des programmes d'aide financière à l'intendance privée pendant de nombreuses années. Il est actuellement chargé de projet en matière d'aires protégées pour les régions de l'Estrie, de la Montérégie, du centre du Québec et de la région de Chaudière-Appalaches à la direction de la désignation des aires protégées du ministère de l'Environnement. Ensuite, en deuxième partie, nous attendrons M. Éric Perrault, qui est directeur scientifique pour le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Celui-ci est responsable de la mise en œuvre du processus de concertation dans la région du Centre du Québec. Donc, dès maintenant, je vais céder la parole à M. Pfister pour la suite de cette conférence. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous ce matin dans le cadre de l'appel à projet d'aires protégées lancé par le gouvernement du Québec et plus spécifiquement pour lancer le processus de concertation lié à cet appel à projet. On va d'abord discuter de certaines notions liées aux aires protégées et examiner l'état actuel du réseau d'aires protégées, tant au niveau de l'ensemble du territoire québécois qu'à l'échelle du centre du Québec. Même si beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, on va juste revoir rapidement la définition d'aires protégées telle que l'entend le gouvernement du Québec. La définition d'aires protégées qui figure dans la loi sur la conservation du patrimoine naturel, elle est inspirée de celle qu'on retrouve sur la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Cette définition d'aire protégée a par la suite été reprise et expliquée en détail dans les lignes directrices pour l'application des catégories de gestion aux aires protégées. C'est un document qui a été publié en 2008 par l'UICN. C'est le document que vous voyez sur la diapo. Donc, selon cette définition, une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique et autres, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Bien, si on décortique cette définition, on peut la traduire en une série de questions. Et pour qu'un territoire se qualifie comme une aire protégée, on doit pouvoir répondre oui à chacune de ces questions. Donc, plus précisément, pour qu'un territoire se qualifie comme aire protégée, il faut que les limites cartographiques permanentes du territoire soient clairement définies, reconnues et marquées. Que ce territoire soit protégé à long terme, l'expression long terme, en terre publique à tout le moins, fait référence à la perpétuité. Que les objectifs de gestion du territoire visent la conservation de la nature, c'est-à-dire le maintien de populations viables d'espèces dans leur environnement naturel ou semi-naturel et la préservation de la biodiversité, tant au niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes. Et de plus, puis ça c'est un principe fondamental des aires protégées, en cas d'incompatibilité entre ces objectifs de conservation et d'autres objectifs de gestion de ce territoire, la priorité doit toujours être donnée à l'atteinte des objectifs de conservation. Il faut aussi que le régime d'activité autorisée et prohibée, qui ont été définis par des moyens légaux, réglementaires ou par le biais de tout autre moyen efficace, permettent effectivement d'atteindre ces objectifs de conservation qui ont été définis. Et finalement, il faut que des mesures raisonnables soient prises pour s'assurer que le régime d'activité est respecté, que ce soit par le biais de régimes de sanctions réglementaires, de procédures d'enquête suite au signalement, par le biais de plaintes à caractère environnemental. Le régime d'activité au sein d'une aire protégée peut varier grandement entre les grandes catégories d'aires protégées qui ont été définies par l'UICN, et ça va de la protection intégrale qu'on retrouve dans les catégories 1 d'aires protégées jusqu'à une utilisation durable des ressources naturelles qu'on retrouve dans les catégories 5 et 6 d'aires protégées. Cependant, et ça c'est un élément extrêmement important, quelle que soit la catégorie d'aire protégée, que ce soit une aire protégée de catégorie 1, 3, 2, 3, 4, 5 ou 6, il faut que dans tous les cas, elle respecte le principe de prépondérance des objectifs de conservation que je viens de vous énoncer.
Donc, ce principe de prépondérance des objectifs de conservation doit être appliqué dans toutes les aires protégées, quelle que soit la catégorie d'aires protégées. En ce qui concerne les cibles actuelles d'aires protégées du gouvernement du Québec, elles se sont inspirées des engagements pris à la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la conférence qu'on a appelée Montréal-Cummings, et plus spécifiquement la cible 3, et ça visait à ce que cette cible 3, d'ici à 2030, au moins 30% des zones terrestres et des eaux intérieures, ainsi que des zones marines et côtières, soient dûment conservées et gérées grâce à un réseau d'aires protégées et d'autres mesures de conservation efficaces, représentatives et bien interconnectées. C'est dans le plan Nature 2030 que le gouvernement du Québec a officialisé son engagement à, et ça c'est l'engagement du Québec, à conserver, on peut changer du diapo, oui, à conserver 30% des milieux continentaux et 30% des milieux marins et côtiers du Québec d'ici 2030. C'est une conservation qui s'appuiera sur la gestion efficace, la représentativité du réseau et sa connectivité de ce même réseau, afin du même coup d'améliorer l'accès à la nature. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit le présent appel à projet d'aires protégées, appel à projet qui constituera une des initiatives importantes pour atteindre les cibles gouvernementales de 2030. On l'a déjà dit, le but, c'est de construire un réseau d'aires protégées qui soit aussi interconnecté que possible. Et pour ça, on va tenter de construire ce qu'on appelle un réseau écologique qui va être constitué de noyaux de conservation, qui va être également constitué de zones tampons et de corridors écologiques qui vont relier tous ces éléments-là. Pour établir ce réseau écologique, on va donc utiliser une mosaïque d'outils incluant des aires protégées de catégories diverses. Où est-ce qu'on en est rendu en termes d'aires protégées à l'échelle du Québec? Bien, en milieu continental, quand je parle du milieu continental, ça inclut les eaux douces et la portion du fleuve Saint-Laurent en amont de la pointe Est, c'est-à-dire en amont de la fin de l'île d'Orléans. Donc, en milieu continental, on atteint 16,9% d'aires protégées et on monte à 17,7% si on comptabilise les annonces d'intention d'aires protégées. En milieu marin, ce qui inclut la portion du fleuve qui est située après la pointe est de l'île d'Orléans, en aval de la pointe est de l'île d'Orléans et le golfe du Saint-Laurent, on atteint 12,3% d'aires protégées et on monte à 20,8% si on comptabilise les annonces d'intention. Il nous reste donc pas mal de travail à faire et juste pour vous donner une idée, pour faire augmenter le réseau d'aires protégées québécois de 1%, il faut reconnaître 17 000 km² de nouveaux territoires au registre. Et ce 17 000 km² de territoire, ben, c'est 34 fois la superficie de l'île de Montréal pour chaque % gagné. Quel est le portrait des aires protégées au centre du Québec? Ben, à l'heure actuelle, il totalise 144,20 km² de territoire continental au sein de la région administrative. C'est à peu près 2% du territoire continental du centre du Québec qui est actuellement protégé. Les principales aires protégées en milieu continental, qui incluent la portion fluviale de la région administrative, se retrouvent, on le voit ici, là, ils sont illustrés en vert sur la carte, se retrouvent le long de l'axe du Saint-Laurent. En termes de statut encore de désignation inscrit au registre des aires protégées et des autres mesures de conservation efficaces au Québec, c'est d'ailleurs les aires de concentration d'oiseaux aquatiques qui prédominent, puisqu'ils occupent 1,6% de la superficie de la région administrative et ils sont principalement situés le long de l'axe du fleuve Saint-Laurent. Et effectivement, ce type d'aire protégée est essentiellement constitué d'eau libre. Il y a également le refuge d'oiseaux migrateurs de Nicolet, de même que les habitats fauniques de rats musqués qui couvrent une certaine superficie, c'est-à-dire 0,4 et 0,3% respectivement de la région administrative.
On retrouve également un certain nombre de milieux naturels de conservation volontaire, notamment dans les secteurs de la tourbière de Saint-Rosaire et de la baie Saint-François, ainsi que des réserves naturelles reconnues dans le secteur de la tourbière de Villeroy. On a déjà mentionné que le présent appel à projet d'aire protégée constituera une des initiatives importantes pour atteindre les cibles gouvernementales de 2030. Plusieurs étapes sont prévues pour mener à bien cet appel à projet. On va d'abord préciser que les diverses étapes que je vais vous décrire concernent l'appel à projet pour le territoire public méridional. Ça veut dire que ça ne concerne pas la région du nord du Québec. La région du nord du Québec étant illustrée en blanc là, sur la carte que vous voyez. Là. En plus de ça, ce processus concerne spécifiquement la portion continentale du territoire québécois. Je l'ai déjà dit avant, la portion continentale du territoire québécois, ça exclut la partie du fleuve Saint-Laurent qui est en aval de la pointe est de l'île d'Orléans, ainsi que le golfe et l'estuaire. Il y aura un appel à projet pour ces portions-là du territoire québécois, mais ça va être un appel à projet distinct du présent appel à projet. Donc, la planification de cet appel à projet pour le territoire méridional, ça a commencé en 2023. À partir du 5 juin 2024, les organismes particuliers qui le désiraient ont pu commencer à déposer des propositions d'aires protégées et elles ont pu le faire jusqu'au 15 octobre 2024. Les proposeurs ont ensuite eu jusqu'en janvier 2025 pour obtenir une résolution d'appui pour leur projet de la part des MRC concernés. Juste préciser toutefois que dans le cas des projets déposés par les Premières Nations, c'est une résolution d'appui du Conseil de bande de la Première Nation concernée ou encore une résolution du Conseil d'administration de l'organisation autochtone porteuse du projet qui a été requise. C'est en février 2025 que les analyses interministérielles préliminaires des propositions d'aires protégées qui ont été appuyées ont débuté. Ces analyses ont été complétées au cours de l'été 2025, donc elles sont complétées maintenant. Parallèlement à ça, une série de rencontres visant à lancer un processus de concertation régionale relativement aux propositions d'aires protégées qui ont été appuyées a été organisée. Pour certaines régions administratives, ces rencontres de lancement ont été planifiées en juin-juillet 2025, alors que pour d'autres régions, incluant la région du centre du Québec, elles se déroulent actuellement. Les présentes rencontres de lancement seront suivies le 11 septembre, soit demain, d'un webinaire qui portera spécifiquement sur les différents statuts d'aires protégées. On invite d'ailleurs toutes les personnes qui vont siéger aux tables locales ou régionales de concertation à assister à ce webinaire-là. Les présentes rencontres de lancement seront également suivies d'une deuxième série de rencontres qui se tiendront entre le 15 septembre et le 15 octobre 2025, ou en fait, je dis le 15 octobre, mais ça peut aller jusqu'à la fin octobre. Ces rencontres qui viseront dans chaque région administrative à présenter individuellement chaque proposition d'aire protégée qui a été appuyée, faire part des résultats des analyses interministérielles préliminaires pour ces propositions-là. Juste préciser qu'il y a un très large éventail de parties prenantes, incluant des parties prenantes qui sont indirectement touchées par les propositions d'aire protégées qui ont été invitées aux présentes rencontres de lancement. Dans le cas des deuxièmes rencontres de lancement, ça impliquera probablement un nombre plus restreint de parties prenantes. Cependant, il y a un canal d'information qui sera mis sur pied et rendu accessible à l'ensemble des parties prenantes pour suivre les principales étapes et développements du processus de concertation. Le CRE va vous en reparler un peu plus tard. La majorité des parties prenantes qui seront invitées à cette deuxième rencontre seront sollicitées pour siéger comme membres réguliers des tables de concertation qui seront constituées dans le cadre de ces deuxièmes rencontres, notamment les Premières Nations et les MRC concernés. Suite à cette deuxième rencontre,
le processus de concertation comme tel débutera et débutera par un exercice d'analyse qui sera réalisé au sein de chacune des organisations qui siégera comme membres réguliers des tables de concertation. En fait, ce qu'on va demander à ces membres réguliers des tables de concertation, c'est d'analyser chacune des propositions d'aires protégées présentées lors de la deuxième rencontre et de se prononcer soit en faveur ou en défaveur de ces propositions-là. L'analyse de ces propositions pourra inclure des recommandations quant à des ajustements souhaités de limites ou encore de statuts proposés. Ces résultats seront par la suite envoyés au CRE Centre du Québec qui compilera le degré de consensus que recueillera chaque proposition analysée. Cet exercice qu'on pourrait qualifier de pré-concertation se déroulera de la mi-octobre, de la fin octobre, en fait, 2025 à janvier 2026. Par la suite, l'exercice formel de concertation débutera par une troisième rencontre prévue en fin janvier, début février 2026. Cet exercice formel de concertation se déroulera de fin janvier, début février 2026 à novembre 2026. Suite à la finalisation des travaux de concertation, le gouvernement procédera à une deuxième analyse interministérielle pour certaines propositions d'aires protégées qui ont été discutées dans le cadre de l'exercice de concertation. Et le cas échéant procédera à des annonces d'intention et à l'octroi de statut d'aires protégées pour un certain nombre de ces territoires-là. Et à ce point-ci, c'est important de préciser que les recommandations issues des exercices de concertation régionale, ça va constituer des éléments d'analyse de première importance dans le choix des territoires qui pourront éventuellement faire l'objet d'une désignation d'aires protégées. Ceci étant dit, le ministère devra tenir compte d'autres éléments d'analyse, notamment les carences de représentativité du réseau d'aires protégées, l'amélioration de la connectivité du réseau d'aires protégées, les impacts socio-économiques de chacune de ces propositions-là, ce qui veut dire que les territoires qui pourront faire l'objet d'éventuelles désignations ne seront pas nécessairement une copie conforme et exacte des territoires ciblés par les recommandations formulées par les tables régionales, même si ces recommandations, comme je l'ai déjà dit, vont demeurer un élément de première importance dans l'analyse du gouvernement. Les dates que je vous ai données pourraient toutefois bouger quelque peu, mais ça devrait être à peu près ça. Enfin, en 2028, un bilan de cet exercice sera réalisé et le gouvernement du Québec statuera alors sur les étapes subséquentes en vue d'atteindre les cibles gouvernementales en aires protégées. Il est certain qu'on tiendra compte des enseignements qu'on aura su tirer de ce premier appel à projet. Dans le cas des propositions déposées par les Premières Nations, il y a deux canaux distincts qui ont été établis. Les propositions déposées par les Premières Nations pouvaient être déposées soit dans le cadre de l'appel à projet grand public, le présent appel à projet, et devaient être soutenues, comme je l'ai dit, par le biais d'une résolution du Conseil de bande de la Première Nation concernée ou encore du Conseil d'administration de l'organisation autochtone porteuse du projet. De plus, afin de favoriser le leadership autochtone et en cohérence avec le plan nature, un processus additionnel spécifique lié à l'article 4.3 de la LCPN a été mis sur pied. Ce canal spécifique, qu'on appelle familièrement le canal 4.3, a été ouvert afin d'assurer la réception, l'analyse et la concrétisation éventuelle des propositions d'aires protégées déposées par les porteurs de projets autochtones, et ce, en attendant la finalisation et l'adoption du guide qui encadrera les aires protégées d'initiatives autochtones. Les propositions autochtones déposées par les Premières Nations dans le cadre du présent appel à projet grand public pourront faire l'objet de discussions et d'échanges lors des prochaines rencontres, mais au regard de la relation de nation à nation qu'entretient le gouvernement du Québec avec les Premières Nations, ces propositions autochtones seront automatiquement soumises à la deuxième analyse interministérielle dont je viens de vous parler. L'exercice de concertation des projets réalisés des projets déposés dans le canal 4.3 sera réalisé par les porteurs autochtones de ces projets-là. Il est prévu que les deux processus soient finalisés en même temps et que les propositions déposées dans le cadre de ce canal 4.3 soient présentées pour information seulement aux tables de concertation régionales concernées
dans le cadre qui participeront à l'appel à projet grand public. Ces propositions qui auront été déposées dans le canal 4.3 seront également automatiquement soumises à la deuxième analyse interministérielle. Quel sera le rôle du ministère dans le cadre de cet exercice de concertation? Bien, essentiellement, les chargés de région et conseillers en environnement vont participer et collaborer à l'élimination des tables de concertation avec les CRE en vue de faciliter l'émergence d'un consensus régional. On va également partager au besoin les connaissances et les informations avec les membres des tables de concertation, des connaissances pertinentes ou qui pourraient être utiles. On va également coordonner les travaux et les échanges en lien avec les autres ministères et organismes gouvernementaux et on va collaborer à la rédaction de documents synthèse. Pour ce qui est des autres ministères, le rôle du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui sera membre régulier des tables de concertation, sera essentiellement de participer aux réunions de la table, de répondre aux questions relatives aux analyses préliminaires du ministère ou encore de répondre aux questions qui concerneront leur champ d'expertise spécifique. Le rôle des ministères qui participeront de façon ad hoc aux tables de concertation, donc des autres ministères, sera essentiellement le même, à la différence qu'ils participeront aux rencontres selon leur disponibilité et s'ils ne peuvent être présents à ces rencontres, répondront par écrit aux questions concernant leur champ d'expertise qui pourraient leur être posées. En ce qui concerne les critères utilisés dans le cadre des analyses interministérielles, ils seront d'ordre écologique, sociaux, culturel et économique. Dans le cas des critères d'ordre écologique, on examinera entre autres la valeur de représentativité des propositions reçues. Quand je parle de valeur de représentativité, ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de mesurer dans quelle mesure chaque proposition permettrait d'assurer la protection de types de milieux naturels qui sont peu ou pas du tout représentés actuellement dans le réseau d'aires protégées. Le rôle que ces propositions peuvent jouer en termes de maintenir ou de restaurer la connectivité entre les diverses aires protégées et milieux naturels de la région. Le degré de fragmentation des milieux naturels qu'on y retrouve, de même que la présence, le cas échéant, de vieilles forêts et d'habitats d'importance pour la faune et la flore au sein de chacune de ces propositions va aussi être examiné. Dans le cas des critères d'ordre socio-économique, la présence de vestiges historiques, la présence d'éléments d'importance culturelle autochtones ou allochtones, de même que divers aspects en lien avec l'utilisation actuelle et les potentiels de développement en termes d'activités éducatives, d'activités de récréation extensive ou encore d'activités récréo-touristiques va être documenté. Et enfin, dans le cas des critères d'ordre économique, l'impact potentiel que chacune des propositions pourrait avoir sur l'industrie forestière, notamment au regard de la possibilité forestière et des investissements sylvicoles, l'impact sur les activités minières, sur le potentiel de développement énergétique, sur les activités agricoles, incluant les activités acéricoles, sur les infrastructures de transport actuelles et futures, de même que l'accès au territoire va être également analysé. Évidemment, ces critères joueront également un rôle dans le choix final par le gouvernement des territoires qui pourraient à terme se voir octroyer un statut d'aire protégée. Bien, merci beaucoup. J'espère que j'ai été clair et si vous avez des questions, ça me fera plaisir de tenter d'y répondre. Merci beaucoup, M. Pfister. Donc, on ouvre une première période de questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la main levée, vous pouvez utiliser la conversation. On va vous donner un droit de parole. Éric, je ne sais pas si tu étais le premier à avoir levé la main. Oui, c'est ça. Moi, concernant le portrait des aires protégées actuelles en région, là, on voit que c'est concentré dans le corridor du fleuve Saint-Laurent, puis on parle beaucoup d'aires
en tout cas une grosse partie, là, le 3/4 des aires protégées au centre du Québec, c'est des aires de concentration d'oiseaux aquatiques. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la catégorie d'aires protégées? À quelle catégorie ça correspond? Puis est-ce que c'est les mesures de protection qui s'appliquent dans le cadre de ce statut, de cette catégorie-là, s'appliquent en toute saison pour les aires de concentration d'oiseaux aquatiques? Ben, je vais essayer de répondre, bien que je vous avoue que les ACOA, comme on les appelle familièrement, c'est un statut que le ministère en tout cas que notre direction ne gère pas et que notre ministère jusqu'à tout récemment ne gérait pas. Mais oui, les aires de concentration d'oiseaux aquatiques sont considérées comme des aires protégées de catégorie 4. Les aires protégées de catégorie 4, c'est des aires protégées qui visent certaines espèces en particulier et certains types d'écosystèmes, mais dans le cas des ACOA, évidemment, c'est les oiseaux aquatiques qu'on vise en termes de préservation, non seulement au niveau des populations, mais de préserver les habitats. Les mesures, oui, s'appliquent en toute saison. Ceci étant dit, je vous dirais que les aires de concentration d'oiseaux aquatiques, encore une fois, c'est principalement des territoires qui sont constitués d'eau libre. Ce qui veut dire qu'en termes de régime d'usage, une des activités, un des usages extrêmement importants, évidemment, qu'on a sur le fleuve, autant en termes de l'impact économique que des impacts environnementaux, c'est lié à la navigation commerciale. Et ça, la navigation commerciale, c'est un domaine de juridiction fédérale. Donc, les ACOA n'ont aucune influence sur n'ont aucune mesure spécifique qui vise la navigation. En fait, c'est plus, en gros, tout ce qui est la colonne d'eau, c'est plus le lit de ces territoires-là qui est protégé, là. Il y a peut-être, et là je ne m'avancerai pas parce que je ne voudrais pas dire des bêtises, mais il y a peut-être des mesures particulières au niveau de la pêche, mais ça m'étonne, je ne croirais pas. Puis il y a peut-être des mesures particulières au niveau par contre, de la chasse, là, ça c'est possible. Mais je pourrais vérifier ces deux éléments-là et te revenir, Éric, là-dessus. Parce que je ne voudrais pas m'avancer sur des choses qui se révéleraient non fondées. Voilà. Merci. Ça. Merci. Maintenant, je vais céder la parole à Anthony de l'Agence forestière de la Chaudière. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Salut, moi je suis biologiste à l'Agence de mise en valeur des forêts privées à la Chaudière. Puis, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème de connexion au départ. J'ai peut-être manqué une petite partie, mais en gros, j'aimerais ça avoir une idée peut-être concrète là, pour comprendre quel genre comment on va orienter les activités forestières dans les zones, mais aussi évidemment autour des zones. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va être permis ou pas dans les zones qui sont projetées. Puis dans les zones autour de ces zones-là, je ne sais pas si c'est par rapport à l'exploitation comme telle, au chemin, ou à l'entretien des projets déjà en cours, mettons. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu là-dessus? Oui. Bien, premièrement, l'Agence forestière, est-ce que vous travaillez uniquement en terre privée ou vous travaillez également sur terre publique? Non, en général, là, on est vraiment plus en terre privée. Là. OK. Bien, premièrement, je commencerai en disant que cet appel à projet, ça vise les terres du domaine de l'État. Donc, ça ne touche pas, il n'y a aucune des propositions qui va être discutée dans le cadre dans le cadre de l'exercice de concertation qui inclura des portions de terres privées.
Ça, c'est une première chose. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre des œillères puis on ne regardera pas qu'est-ce qui se fait en bordure, mais ça serait beaucoup plus d'un point de vue de la conservation volontaire, de l'intendance privée volontaire. Si jamais on est capable de bonifier certaines propositions par le biais, je ne sais pas moi, par exemple, des PRMHH, des plans régionaux des milieux humides et hydriques, si on est capable de compléter certaines propositions par le biais d'initiatives de conservation volontaire, d'intendance privée, ben oui, évidemment, on va considérer ça dans l'analyse qu'on va faire. Mais les limites comme telles des propositions n'incluront pas de terres privées. Donc, ça, c'est une première chose. En ce qui concerne donc les terres publiques, au niveau des opérations forestières, ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait des, puis tu me corrigeras, Eric, au centre du Québec, est-ce qu'on a eu des propositions d'APUD, d'aires protégées d'utilisation durable? Oui, il y en a eu une. Ben, OK. c'est le statut qui a été proposé pour une aire protégée. Pour ces Saint-Martin, oui. En tout cas, donc, il y en a eu une. Donc, ça va dépendre des statuts. Pour ce qui est des propositions qui ont été déposées, les aires protégées de catégorie 1 à 4 sont des aires protégées où il n'y a pas d'exploitation durable des ressources naturelles. Par contre, les catégories 5 et 6, et ça inclut ce qu'on appelle familièrement les APUD pour les aires protégées d'utilisation durable. Ça, effectivement, les APUD incluent dans une partie du territoire une utilisation durable et exemplaire des ressources naturelles. Donc, ça veut dire, puis là, je ne m'étendrai pas trop parce qu'il y aura justement demain le webinaire sur les statuts d'aires protégées, mais un des important au niveau des aires protégées d'utilisation durable, c'est qu'il y a 2 zones qui sont définies. Il y a une zone de libre évolution, qu'on appelle, et cette zone de libre évolution, c'est une zone où il n'y a pas d'exploitation de ressources naturelles et doit couvrir plus de 50% de l'aire protégée. Et dans l'autre partie de la zone qui est appelée une zone de, je crois, de gestion exemplaire, ben là, oui, il peut y avoir une utilisation durable et exemplaire des ressources naturelles. Mais je ne m'étendrai pas plus parce qu'il y aura, comme je dis, le webinaire de demain va avoir une présentation spécifique sur les APUD. Est-ce que ça... Puis en termes d'impacter les terres privées qui borderont les propositions, si elles aboutissent à des aires protégées, théoriquement, il n'y aura pas d'impact comme tel sur ces territoires. Yeah. Ben, merci. S'il y a des mesures qui sont instaurées, ça va être strictement sur une base volontaire, là, on s'entend. Ah ouais, parfait. Merci. Merci à vous. Avant de céder la parole à Luc, on a une question à l'écrit de M. Maxime Thériault qui veut qu'on lui rappelle quelle est la superficie qu'occupent les terres publiques dans la région. C'est une très bonne question. Là, je vais me tourner peut-être vers Eric. Est-ce que tu aurais cette... sinon, on va la trouver. Je peux y répondre. Là. C'est environ 3% du territoire du centre du Québec. Merci, Andréane. Merci, Mme Blais, qui est directrice du Conseil régional de l'environnement, qui s'est jointe à nous momentanément. Je cède maintenant la parole à M. Luc Traversy pour sa question. Oui, en fait, au niveau des projets, si un projet a été déposé pour un projet pour un réserve écologique ou un tel type de projet au départ, est-ce qu'il est analysé sous cet angle-là tout du long? Parce que on vient de mentionner certains modèles avec lesquels les gens sont moins familiers. Est-ce que c'est tout le long des consultations, est-ce que c'est analysé en fonction du modèle de base en fonction duquel le projet a été déposé ou à quelle étape, sinon, est-ce que d'autres éventualités peuvent être analysées? Bien, le modèle, la proposition va être
présentés. Ça va être le but des deuxièmes rencontres qui s'en viennent, là. Ils vont être présentés, chacune des propositions qui a été appuyée, et lors de cette présentation, on va mentionner le statut qui est proposé. Maintenant, dans le cadre des discussions, puis dans le cadre des rencontres de concertation, oui, les discussions pourront porter sur un réajustement des limites et elles pourront porter également sur est-ce que les participants à ces rencontres de concertation pensent que le statut proposé est pertinent ou est-ce qu'il y aura un autre statut qui serait plus pertinent. Donc, ça va être dans le cadre de ces discussions-là. Mais la proposition va être présentée, quand on va les présenter au départ, avec le statut qui a été suggéré. Et par la suite, il pourra y avoir des discussions à savoir est-ce qu'on garde ce statut-là ou est-ce qu'on pense proposer un statut alternatif. En fonction de ce qui va avoir été discuté lors des consultations, le ministère va faire son analyse et faire sa recommandation finale. Oui, c'est ce que je comprends. Exactement. Parfait. Exactement. Merci. Merci. Merci à tous. Et il n'y a pas d'autres questions actuellement. On vous rappelle qu'il va y avoir... Oh, attendez, c'est pas vrai. Monsieur Guy, vous pouvez prendre la parole. Oh, votre micro. Désolé, micro oblige. On se pense habitué aux plateformes, puis finalement, on oublie toujours ça, désolé. Je voulais juste m'assurer que je comprenais bien. Guy Larochelle là, de l'Agence forestière des Bois-Francs, pour mettre tout le monde au parfum. Il a été dit qu'au centre du Québec, les aires protégées, Olivier, que tu as présenté tantôt, qui étaient concentrées pas loin du lac Saint-Pierre, bien, ça représentait 2 % du centre du Québec. Andréane vient de mentionner que les terres publiques, c'est 3 % du centre du Québec. Donc, tout l'exercice vise à aller chercher une certaine proportion du 1 % de terres publiques qui restent en aire protégée. C'est bien ça, là? Puis 1 %, on parle de 17 000 km² pour 1 %. Non, ça, c'est à l'échelle du Québec, hein, le 17 000 km² de 1 %. Pas exactement. Tu mentionnais 1 % de l'objectif. Oui, c'est à l'échelle du Québec, ça. Donc, au centre du Québec, on parle de 750 000 hectares ou 700 000 hectares à peu près. Donc, 1 %, ça va être quelque chose comme 700 ou 70 km². Je ne sais pas trop. Là, je me perds un peu en calcul mental. Là. Écoutez, moi aussi, je dois vous avouer que je ne suis peut-être pas le meilleur en calcul mental. Oui, c'est sûr qu'on est. C'est sûr qu'on a cet élément-là qui est incontournable. On ne peut pas aller ailleurs. L'appel à projet d'aire protégée est un appel à projet sur terre publique. Donc, on va y aller au niveau des terres publiques. Comme je dis, on ne se mettra pas des ailleurs. On va quand même regarder sur les terres qui bordent et si on est capable s'il y a des mesures qui sont susceptibles de venir complémenter des éventuelles aires protégées sur terre publique, bien, c'est sûr que ça va faire partie de l'analyse du gouvernement. Ça, c'est évident. Puis je crois quand même que malgré la faible superficie de territoire public au centre du Québec, on a quand même des propositions. Il n'y en a pas des masses, c'est évident, mais on a quand même des propositions d'intérêt. Et je crois que l'exercice de concertation, il vaut la peine d'être fait. C'est sûr qu'il ne faut pas abandonner les efforts en terre privée, c'est évident. Mais je crois que c'est tout simplement d'y aller de manière en collaboration, si vous voulez, avec l'ensemble des outils qu'on a. Et ça inclut à la fois les démarches en terre publique et en terre privée. Et encore une fois, on n'en a pas des masses, des propositions qu'on va discuter, mais on en a quand même et c'est des propositions intéressantes qui méritent
qui mérite qu'on en discute et le cas échéant, si le gouvernement décide d'aller de l'avant, qu'elle soit désignée comme aire protégée. Ouais, c'est intéressant. Juste une petite sous-question, Andréane, et ben, Olivier aussi. Les lots intramunicipaux gérés, entre autres, par certaines MRC dans le territoire, font partie du 3 %? Non, pas les lots intramunicipaux. Parce que c'est des terres, c'est des lots, c'est des terres publiques, ça C'est des aussi, là? terres publiques, effectivement. Ils sont gérés conjointement avec les MRC habituellement. Je pourrais vérifier, je vais vérifier à l'instant, puis je vous le réécrirai dans le chat. Ouais. Je vais ouvrir mon logiciel de géomatique, je vais vous le calculer. C'est bon. Merci, Olivier, pour la réponse. Bien apprécié. Plaisir. Alors, merci à tous. Donc, je pense que pour la première période des questions est terminée. Il va en avoir une seconde à la toute fin, donc n'hésitez pas à nous revenir plus tard pour vos prochaines questions. Je vais redonner la parole à M. Pfister pour le portrait des propositions qui seront soumises dans le cadre de l'appel à projet. Donc, voici. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Combien de propositions d'aires protégées a-t-on reçues dans le cadre du présent appel à projet? Bien, à l'échelle du Québec, on peut passer à la prochaine diapo, c'est 555 propositions d'aires protégées qui ont été déposées et 411 de ces 555 propositions ont reçu une résolution d'appui. De ces 411 propositions, 401 sont situées en milieu continental. Une est située à la fois en milieu continental et en milieu marin, et 9 sont situées en milieu marin. Et pour les propositions déposées au Centre du Québec qui ont été appuyées, c'est Éric qui va vous les présenter. Merci. Donc, je vais maintenant céder la parole à M. Éric Perroux pour la suite de la présentation. Merci, Marie-Claude. Donc, on peut examiner brièvement les propositions qui ont été appuyées, qui ont été soumises et appuyées au Centre du Québec. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, si on regarde le portrait globalement, on a eu, là, il n'est pas question ici, dans le cadre de cette rencontre, disons, d'aborder chacune des propositions de façon précise, puis tout ça, ça va être fait lorsqu'il va y avoir une présentation par les proposeurs en début des concertations. Là, on va examiner à ce moment-là les propositions plus en détail. Là, on va juste faire un survol global. Alors, il y a eu 5 organisations qui ont proposé des propositions d'aires protégées au Centre du Québec pour les 6 propositions. Donc, on a une superficie totale qui est visée d'environ 29 km². Sur les 6 propositions, on a eu une proposition d'aire protégée d'utilisation durable, comme Olivier tantôt avait abordé. On a eu 3 propositions de réserve de biodiversité. Donc, si je me souviens bien, c'était les catégories 3, 4, là, quelque chose comme ça aussi, de l'Union internationale de la conservation de la nature. On a eu une proposition d'aire protégée d'initiative autochtone qui a passé par le canal grand public, donc qui va être discutée dans les concertations. Puis on a eu une proposition qui fait partie en tout cas, la partie au Centre du Québec fait partie d'une proposition plus grande. C'est concernant le lac Saint-Pierre. Donc, c'est une proposition multi-statut qui a été déposée. Donc, qui pourra avoir plusieurs statuts selon la région ou la MRC concernée. Donc, si on regarde géographiquement ce que ça donne, on trouve 4 propositions. Évidemment, on est encore un peu en bordure du Saint-Laurent pour 4 propositions. Qui sont soit dans le littoral du fleuve ou en bordure, pas tellement loin du fleuve, dans les municipalités de Bécancour, Sainte-Marie-de-Blandford puis de Nicolet. On a 2 propositions dans la MRC d'Athabasca, à Saint-Rosaire et à Saint-Martyr canadien.
Donc, ces propositions-là touchent plusieurs milieux humides, plusieurs milieux forestiers. Ça, c'est pour le portrait global. Maintenant, on va parler un peu du comment va se dérouler le processus de concertation lié à ces propositions d'aires protégées. Alors, les CRE du Québec, ils ont reçu le mandat du gouvernement du Québec pour organiser et mettre en œuvre les travaux de concertation régionale en développant une stratégie de concertation. Tout d'abord, on va mettre en place et animer en toute neutralité une structure de concertation locale et régionale parce que ce qui est demandé aux conseils régionaux de l'environnement, c'est vraiment d'arriver avec une recommandation régionale. Donc, il y a un travail qui va se faire au niveau de l'ensemble de la région, mais tout le travail plus fin de concertation va se faire au sein de tables locales. Ensuite, on va préparer et mettre à disposition des documents qui vont synthétiser l'information, favoriser la compréhension des projets, le contexte, puis qui vont permettre de faciliter les échanges aussi entre nous. Puis on va travailler à faire émerger un consensus régional qui prend en considération les aspects écologiques, sociaux, culturels, économiques, bref, tous les intérêts vont être présents, la diversité des intérêts va être présente autour des tables pour travailler à faire émerger un consensus régional. Les objectifs maintenant de la concertation, les objectifs principaux, c'est vraiment d'identifier puis de mobiliser les acteurs locaux, régionaux et autochtones, engager toutes les parties prenantes dans un dialogue constructif, puis évidemment atteindre un consensus régional et mettre une recommandation régionale sur les territoires que le gouvernement devrait cibler prioritairement pour désignation comme aire protégée. La recommandation va s'appuyer sur on va le voir un peu plus loin, là, sur une catégorisation des propositions selon le degré de consensus qui va être recueilli pour chacune des propositions qui sera analysée. Puis, comme Olivier avait mentionné tantôt, ces recommandations-là vont traiter des limites des aires protégées, puis des statuts aussi envisagés pour ces propositions-là. Donc, un peu tout est sur la table, là, on peut dire. Là. Tout d'abord, on pourrait définir qu'est-ce qu'on entend par concertation, parce que là, le mot a été dit à peu près 10 000 fois depuis le début de la présentation, là, mais on peut s'entendre sur une définition qui serait la concertation, c'est une approche qui implique le dialogue, les échanges d'idées, la recherche de consensus dans le but de développer un projet commun. Donc, on se concerte pour co-développer un peu ensemble le projet qu'on veut mener là, au niveau de la région. Quand on parle de consensus, le consensus, on pourrait le définir comme un accord informel, qui est exprimé par une forte majorité des personnes participantes. Donc, ce n'est pas nécessairement, on ne va pas chercher la majorité absolue, mais on parle d'absence d'opposition ferme. Puis, le consensus est obtenu sans recours à un vote formel. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir un peu comme résultat à soumettre au gouvernement? On veut arriver avec une recommandation régionale, c'est-à-dire les territoires à cibler comme aires protégées, la délimitation puis le statut. Ça, c'est pour novembre 2026, comme on l'a vu tantôt sur le tableau, la ligne du temps proposée par Olivier. Les propositions d'aires protégées vont être catégorisées en 3 niveaux de consensus. Quand c'est vert, là, on dit les territoires, la protection fait consensus. Il y a un consensus clair sur le territoire à protéger. Quand c'est orange, là, ça a l'air jaune, en tout cas, c'est orange. Les territoires dont la protection rallie plusieurs parties prenantes sans faire consensus, mais il y a des mesures d'atténuation qui pourraient permettre de rallier les parties prenantes.
Donc, c'est oui, mais quand c'est rouge, ben, les territoires, la protection de ces milieux-là rallie peu de parties prenantes. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas consensus. Pour ce faire, pour arriver à ces résultats-là, on va mettre en place une structure de concertation. On a déjà identifié 3 tables de concertation locales au centre du Québec. Ces 3 tables-là sont définies selon la distribution géographique des propositions et les acteurs concernés. Évidemment, les gens qui sont dans la MRC d'Arthabasca sont plus ou moins concernés, disons, par les aires protégées, les propositions d'aires protégées qui sont sur le bord du fleuve, par exemple. Donc, on a tenu compte des acteurs concernés et de la distribution géographique. Il va y avoir une table régionale comme il faut émettre une recommandation régionale. On va avoir une table régionale qui va se prononcer puis qui va faire les recommandations officielles, qui va valider à l'échelle régionale ces propositions-là. Puis, donc, les recommandations doivent refléter la vision régionale consensuelle des territoires à protéger que le gouvernement devrait cibler. Ensuite de ça, on pourrait avoir des comités ad hoc au besoin pour traiter d'aspects techniques particuliers. Donc, c'est ça. Pour, par exemple, traiter d'aspects particuliers à une aire protégée, si, par exemple, une utilisation en particulier doit avoir un traitement plus spécifique, ben, on pourrait constituer un comité ad hoc. Ensuite, ben ça, c'est pour illustrer de façon graphique, parce que c'est plus simple comme ça souvent là, à voir, à visualiser. Donc, on aurait une table locale MRC Arthabasca, une table locale MRC Bécancour, puis une table locale Nicolet. À ces tables locales-là pourrait se greffer un comité ad hoc ou 2 selon les besoins. Les recommandations locales vont être amenées à la table régionale qui, elle, devra émettre une recommandation régionale finale au gouvernement. Les membres. On a identifié 3 types de membres pour les tables de concertation. Évidemment, il y a les membres réguliers. Les membres réguliers sont désignés par l'organisation représentée, puis ces membres-là participent activement de façon continue aux rencontres de concertation, aux tables. Ces membres-là ont un pouvoir de recommandation, ils participent à la recherche de consensus, puis ils font une rétroaction avec l'organisme qu'ils représentent. Donc, pour la phase, entre autres, là, de la phase intra-organisationnelle, c'est-à-dire à la suite de la présentation des propositions, les organismes qui sont représentés vont pouvoir se prononcer durant l'automne puis revenir en janvier là, avec la position de leur organisme. Les membres ad hoc, eux autres, ils vont participer ponctuellement selon les enjeux discutés. Ils n'ont pas de pouvoir de recommandation et ils peuvent partager leur expertise, leurs connaissances. Ensuite, on aurait des membres observateurs, c'est-à-dire des personnes externes au processus décisionnel qui suivent les travaux pour écouter les échanges sans intervenir activement dans les recommandations et les décisions. Ils pourront être interpellés quand même pour donner des points de vue techniques puis tout ça, mais ça reste que c'est des personnes qui sont là juste plus pour suivre les travaux des tables. Donc, pour la constitution des tables, on avait quand même des critères. On recherche la représentativité puis l'équilibre des intérêts, évidemment. Je tiens à souligner quand même que pour rendre le processus faisable et équitable, le processus de concertation, pour qu'il soit, disons, faisable dans les temps et les limites qui sont imposées, la représentation aux tables de concertation sera
quand même plus limitée que celle de la présente rencontre de lancement. Autrement dit, bien que les invitations à la rencontre de lancement couvrent les mêmes secteurs d'activité que ceux qui vont être visés pour participer aux tables de concertation, le nombre de membres réguliers qui vont participer aux tables, il va être plus restreint. Sans ça, ça serait comme, en tout cas, difficile à gérer, là. La nomination des membres, veux-tu revenir? Je n'avais pas tout à fait terminé, merci. La nomination des membres des tables va se faire sur invitation. Puis le ministère vérifie aussi la représentativité et l'équilibre des intérêts. Au niveau de la communication et de la transparence. Donc, évidemment, on va mettre en place, il sera possible de suivre globalement le processus de concertation via les sites Internet du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, le RNCREQ. Eux vont faire plus un suivi général à l'échelle de la province. Mais pour le centre du Québec, il va y avoir des informations puis un suivi sur le processus régional qui va être présenté sur notre site web et aussi sur les médias sociaux. En termes de transparence, on va s'assurer de respecter les positions de chacun des membres. On va assurer une neutralité dans l'animation des tables et à toutes les étapes de la démarche. À ce titre-là, on a une consultante externe qui travaille avec nous, qui va nous aider pour l'animation des tables. C'est Mme Cynthia Nourry, qui est consultante, qui est ici, qui assiste à la rencontre actuellement. Puis elle va venir nous épauler dans la préparation et l'animation des tables de concertation. Elle nous aide déjà. Le Conseil régional de l'environnement va être aussi représenté aux tables de concertation par un ou une de ses représentantes. Donc, cette personne-là va avoir le chapeau du CRECQ pour que, en fait, le CRECQ puisse participer aux discussions aussi avec toute l'expertise qui se trouve ici dans nos murs, qu'on puisse en faire bénéficier aux tables de concertation. Alors, voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions pour cette partie-là? Donc, on rouvre une seconde période de questions. N'hésitez pas à soit lever la main ou à écrire vos questions directement dans le chat. Entre-temps, moi, je vais simplement faire un remerciement d'usage, remercier donc le gouvernement du Québec pour son soutien financier dans le cadre de l'appel à projet d'aires protégées en territoire public méridional. Donc, cette mention faite, on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je vous donne encore le temps de cogiter. Je vais peut-être juste, Mme Lavigne, préciser quelque chose. Les réserves de biodiversité, en termes de catégorie d'aires protégées, sont considérées comme des aires protégées de catégorie 2. Je vais juste préciser ça. Merci. J'avais vu 2 et 3 tantôt. Est-ce que c'est seulement 2? Ben oui, c'est-à-dire, en fait, c'est presque uniquement 2, parce que la catégorie 3, c'est une catégorie qui vise des monuments naturels. Et quand on dit monuments naturels, on fait référence surtout à des formations d'ordre géologique, des formations rocheuses. Et il y a une réserve de biodiversité qui est la réserve de biodiversité des karstes de Saint-Édéard, qui est en fait essentiellement, qui a été créée pour protéger une caverne dans laquelle il y a des hibernaculums de chauves-souris. Donc oui, effectivement, pour cette réserve de biodiversité-là, la catégorie qui a été attribuée à cette réserve de biodiversité est de catégorie 3. Mais à ma connaissance, toutes les autres réserves de biodiversité sont considérées comme des aires protégées de catégorie 2.
qui sont des aires protégées qui visent la protection de paysages représentatifs et qui habituellement ciblent des territoires quand même d'une certaine superficie. On parle habituellement de bien quelques kilomètres carrés. OK, merci. Pour le bénéfice de tous, on avait eu une question qui a été répondue dans le chat qui se demandait si les organismes de conservation allaient être invités de façon systématique sur les tables de concertation. Et Mme Blais a confirmé que oui, Nature Avenir a été invité aux tables et aux tables régionales. On sait que CNC et CIC ont aussi été invités. Donc, je crois bien qu'on a dû être assez clair et concis. Félicitations, messieurs. Donc, simplement, vous remercier d'avoir pris part à ce webinaire de lancement. J'espère bien que chacun a pu y trouver son compte, avoir l'information nécessaire. Je rappelle que la rencontre a été enregistrée. Elle vous sera partagée pour que vous puissiez la réécouter aussi bon qu'il vous semble. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Oui, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée.